La classification des cardiopathies congénitales, on va voir qu'il y a différentes manières d'aborder les classifications, mais le gros problème des cardiopathies congénitales, c'est que il y a différentes spécialités qui s'en occupent. Donc chacun va avoir sa vision de la malformation cardiaque, ce d'autant que ces malformations sont extrêmement fréquentes puisque environ 1% des enfants naissent avec une malformation cardiaque, bien entendu, pas toutes de gravité identique, mais en tout cas, 1% des enfants qui naissent dans le monde ont une anomalie du cœur. Alors, ces anomalies du cœur, je vais juste enlever les petites icônes qui me gênent. Voilà. Donc, quelques chiffres. Les cardiopathies, eh bien, c'est 1% des naissances. Et vous voyez que en France, notamment, eh bien, il va y avoir environ 7000 enfants qui vont naître avec une malformation cardiaque. Parmi ces malformations cardiaques, il y en a une grosse proportion qui va être mineure, telles que des communications interventriculaires ou interauriculaires, mais d'autres vont être d'authentiques cardiopathies qui justifieront d'une prise en charge chirurgicale, telles que les cardiopathies conotroncales. Et il y a environ 200 tétralogies de Fallot qui naissent par an en France, environ 200 transpositions des gros vaisseaux, environ 200 ventricules uniques. Enfin, il y a quand même des cardiopathies lourdes qui peuvent naître. Et vous voyez que par rapport à certaines malformations ou certaines maladies beaucoup plus connues de la population générale, telles que la mucoviscidose, eh bien, les cardiopathies sont autrement plus fréquentes, bien qu'on en parle bien moins. J'essaye d'avancer. Pourquoi? Ça bloque. Voilà. Donc, les classifications, comme je le disais en préambule, elles peuvent être multiples parce qu'on peut aborder les cardiopathies soit par le versant embryologique, soit vers le versant anatomique ou mécanistique, encore génétique ou physiologique. Donc, selon que l'on est cardiopédiatre ou plutôt fétopathe ou plutôt généticien, eh bien, on va aborder cette classification de différentes manières et il n'y a pas de bonne classification, il y a celle que l'on comprend et celle que l'on maîtrise. Donc, on va commencer par un rappel embryologique. Je sais que l'embryologie, c'est très loin dans vos mémoires, puisque c'est dans les premières années de médecine qu'on apprend l'embryologie, mais néanmoins, l'embryologie dans les cardiopathies congénitales est très importante parce qu'elle permet de regrouper les cardiopathies, elle permet de comprendre la mécanistique et la physiologie de certaines cardiopathies. Donc, vous vous souvenez de ce fameux tube cardiaque et les tubes endocardiques qui sont d'abord, chez l'embryon, il y a une latéralisation et ensuite il va y avoir justement une migration de ces tubes endocardiques qui sont bien symétriques au début de l'embryogénèse et qui vont migrer sur le versant ventral pour venir former le tube cardiaque primitif et ce à J22 de l'embryogénèse. Donc le tube cardiaque, c'est la première partie de l'embryogénèse, c'est-à-dire qu'on sait, c'est celui qu'on a appris lorsqu'on était étudiant en médecine, qu'il y avait l'oreillette primitive, le ventricule primitif et le bulbus cordis qui allait donner naissance aux voies d'éjection. Donc il y a le pôle artériel et le pôle veineux qui vont encadrer ce tube cardiaque qui va subir certaines modifications telles que la boucle, le looping, et on va voir que ces différentes étapes vont permettre de former ce cœur qui va être latéralisé à gauche lorsque tout se passe bien et qui va avoir une parfaite septation pour distinguer l'oreillette droite de l'oreillette gauche, le ventricule droit du ventricule gauche et l'aorte de l'artère pulmonaire. Et les veines pulmonaires à gauche, les veines systémiques à droite. Donc cette boucle cardiaque, soit elle se passe bien envers la boucle droite, et à ce moment-là, on va être en situs solitus, soit la boucle est complètement inversée, elle se fait à gauche, et on aboutira à un situs inversus, et lorsqu'il y a une randomisation qui n'est pas parfaite dans cette boucle, eh bien, on aura ce que l'on appelle les isomérismes ou les hétérotaxies. Donc le tube cardiaque, chaque segment est composé de deux couches, une couche interne qui va donner l'endocarde au niveau du cœur et l'endothélium au niveau des vaisseaux, une couche externe qui est le myocarde et entre les deux, on va avoir la gelée cardiaque ou matrice extracellulaire qui elle aussi joue un rôle majeur dans la formation des structures cardiaques.
Donc, le tube cardiaque, tel qu'on l'avait appris, en tout cas tel que moi je l'ai appris lorsque j'étais étudiante en médecine, eh bien, ce tube cardiaque, il a été revisité puisqu'on sait maintenant qu'il y a d'autres structures qui viennent participer à la formation du cœur, telles que les cellules de la crête neurale et les cellules de l'aire cardiaque antérieure ou du champ cardiaque antérieur en anglais. Et ces cellules-là vont contribuer à la formation du cœur. Et ce que l'on pensait initialement être la cavité postérieure, et on pensait que c'était une oreillette primitive qui allait subir une septation pour donner l'oreillette droite et l'oreillette gauche, eh bien on s'aperçoit que les autres cellules vont contribuer, si bien que cette fameuse oreillette primitive du tube cardiaque va donner essentiellement l'oreillette gauche. Et la cavité antérieure, qui est le ventricule primitif, eh bien, il va donner essentiellement le ventricule gauche, alors que le ventricule droit, l'oreillette droite et les voies d'éjection eh bien, vont impliquer beaucoup plus fortement les cellules de la crête neurale et les cellules du champ cardiaque antérieur. Donc ce tube cardiaque primitif, bien sûr, il contribue à l'origine du cœur, mais il faut y ajouter les cellules, les deux champs dont je viens de vous parler, crête neurale et aire cardiaque antérieure. Et ceci également au niveau des voies d'éjection, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement l'aire cardiaque antérieure qui va donner la partie proximale de l'aorte et de l'artère pulmonaire, et les cellules de la crête neurale, la partie juste au-dessus du sinus. Donc, le cœur est en place si et seulement si on a bien cette boucle qui survient à J23 et si elle se fait dans le bon sens. S'il y a ce que l'on appelle la convergence, et la convergence, c'est ce qui, au moment de l'embryogenèse, va permettre à l'oreillette droite d'être connectée au ventricule droit et à l'oreillette gauche d'être connectée au ventricule gauche, et également la connexion ventriculo-artérielle, de sorte à ce que l'aorte arrive bien au-dessus du ventricule gauche et l'artère pulmonaire en avant et au-dessus du ventricule droit. Et il faut aussi un autre élément très important que l'on appelle le wedging en anglais ou l'encastrement en français, c'est-à-dire qu'on va avoir l'aorte qui va venir migrer pour venir au centre du cœur, juste au niveau de la voie d'éjection du ventricule gauche, avec effacement du conus du côté gauche, alors que le conus, vous le savez, persiste du côté droit et va donner l'infundibulum et va conférer au ventricule droit cette fameuse forme en fer à cheval de la voie d'éjection droite. Autour du cœur, bien sûr, il y a toutes les structures qui sont les veines qui vont venir s'encastrer et s'incorporer à la face postérieure du cœur, les veines systémiques qui vont venir au niveau de l'oreillette droite et les veines pulmonaires qui vont venir s'incorporer à la face postérieure de l'oreillette gauche. Et parallèlement au cœur et au système vasculaire, eh bien, il y a les poumons qui se forment de façon tout à fait concomitante. Et on va voir tout à l'heure dans le cours sur l'hypertension pulmonaire que poumons et cœur sont complètement liés l'un à l'autre et que les artères pulmonaires et les voies aériennes sont en symbiose parfaite pour pouvoir assurer ultérieurement les échanges alvéolo-capillaires qui ne surviennent bien sûr qu'une fois que l'enfant respire, c'est-à-dire dans la vie extra-utérine après la naissance. Donc, vous voyez que le cœur se forme très tôt, puisque c'est en général entre 5 et 9 semaines. On sait que le cœur est quasiment terminé en termes d'architecture. Après, bien sûr, il va subir des croissances qui vont contribuer aussi au bon développement du cœur, mais l'architecture du cœur et les structures sont en place à 9 semaines. Et vous voyez que de façon concomitante, eh bien, les veines gauches vont involuer pour ne laisser que le système cave à droite, et il ne restera de la partie gauche que la veine cave supérieure qui va involuer, la veine cave supérieure gauche, pardon, qui va involuer, et il ne va persister que le sinus coronaire des veines vitellines gauche. Et le poumon, lui, va subir ces divisions dichotomiques pour que l'arbre aérien et l'arbre vasculaire soient tout à fait en connexion. Donc, parmi les malformations cardiovasculaires, eh bien, on va voir qu'il y a les anomalies de la boucle, la position VGVD, les anomalies de septation, soit au niveau auriculaire, au niveau ventriculaire, mais aussi au niveau artériel, les anomalies d'alignement des cloisons, dans les cardiopathies conotroncales, les anomalies de connexion auriculo-ventriculaire ou ventriculo-artérielle, les anomalies des crêtes neurales
qui sont toutes les cardiopathies conotroncales, anomalies hémodynamiques, qui sont aussi dans les... On sait que c'est la fonction qui crée l'organe. Si une valve, par exemple, ne fonctionne pas bien, eh bien, la structure cardiaque qui lui fait suite ne va pas pouvoir croître correctement. Les anomalies d'apoptose, on sait que certaines valves sont formées par mécanisme d'apoptose, de même le septum trabéculé. Et enfin, les anomalies de la gelée cardiaque qui sont impliquées dans les cardiopathies du CAV. Donc, les anomalies du situs, eh bien, on va voir que les anomalies du situs et de la loupe, donc, soit la loupe est complètement inversée et on parlera de situs inversus, tout est complètement le symétrique de la norme, soit il y a une randomisation globale et on va avoir les isomérismes hétérotaxie, c'est-à-dire hétérotaxie avec soit on a la partie gauche manquante et on ne va pas avoir de rate, c'est la splénie, soit c'est la partie droite et on va avoir au contraire une polysplénie. Randomisation partielle, c'est ce qu'on ne comprend pas forcément bien, c'est la double discordance et les ventricules uniques. Qu'est-ce qui se passe? Le situs. Alors, qu'est-ce que la définition du situs? On dit que le situs est solitus lorsque l'oreillette gauche. Alors, la complexité des cardiopathies congénitales, c'est que ce que l'on appelle oreillette gauche n'est pas forcément à gauche. Et ce que l'on appelle oreillette droite n'est pas forcément à droite, puisque le cœur peut être inversé. Et comme j'ai coutume de dire, le cœur, eh bien, chaque pièce, vous prenez comme si c'était un puzzle et vous pouvez mettre les pièces dans tous les sens. C'est-à-dire que vous prenez veine, oreillette, ventricule et artère, eh bien, tout peut être dans un ordre complètement fou. Et dans ces cas-là, on est obligé de parler d'oreillette droite sur l'aspect morphologique de l'oreillette droite et d'oreillette gauche sur l'aspect morphologique, puisque chacune a sa propre caractéristique. Donc, une oreillette gauche de morphologie gauche, c'est-à-dire qu'elle a une auricule gauche en forme de doigt, elle a une face postérieure rectiligne du fait de l'implantation des veines pulmonaires à son niveau. Eh bien, pour dire que le situs est solitus, il faut que l'oreillette morphologiquement gauche soit située à gauche de l'oreillette morphologiquement droite. Donc, normalement, l'oreillette droite, on la reconnaît parce qu'elle a une forme arrondie, mais aussi parce que généralement, c'est celle qui reçoit la veine cave inférieure. Et la veine cave inférieure, elle est située à droite de l'aorte. Lorsque l'on regarde un fœtus, eh bien, on va repérer la veine cave ou un enfant, on va repérer la veine cave et on va repérer l'aorte au niveau abdominal. Et normalement, la veine cave est à droite. Et lorsqu'on va la suivre, elle va arriver, elle va traverser le diaphragme et elle va arriver dans une oreillette morphologiquement droite, située à droite. À ce moment-là, on sait que le situs est solitus. Et on va repérer notre oreillette gauche et on va voir que notre oreillette gauche est située à gauche. Dans un situs inversus, eh bien, on va avoir l'oreillette morphologiquement droite qui va recevoir la veine cave inférieure, mais cette fois, cette veine cave inférieure, elle va être située à gauche de l'aorte lorsque l'on regarde notre coupe abdominale et que l'on suit nos vaisseaux au niveau abdominal et qu'on va les suivre lorsqu'ils vont traverser le diaphragme, eh bien, on va voir que l'aorte est à droite, et la veine cave à gauche. Les isomérismes, eh c'est quand ce n'est pas un situs solitus ou un situs inversus. Donc, situs solitus, j'ai bien mon foie à droite, mon estomac à gauche et mon cœur bien positionné. Et ça, c'est le situs abdominal. Donc, ça peut être là aussi une image complètement en miroir. Et parfois, eh bien, c'est situs ambigus, on ne sait pas. Le foie est au milieu, l'estomac est au milieu. On n'arrive pas très bien à dire où est la droite, où est la gauche. Ça, c'était la définition du situs. Ensuite, vous devez dire si le cœur est à gauche, à droite, donc à gauche, l'évocardie, pointe du cœur à gauche, à droite, dextrocardie, pointe du cœur à droite, et au centre, mésocardie. Alors, bien sûr, rien n'est simple, on peut très bien avoir un situs solitus et un cœur à droite, on peut avoir un situs solitus, un cœur à gauche, on peut avoir un situs inversus avec un cœur à gauche ou un cœur à droite.
Donc, le situs ne préjuge pas de la position de la pointe du cœur. On doit être descriptif à chaque niveau. On va aborder maintenant la septation. Donc, l'oreillette, on a dit qu'il y avait une oreillette unique à un moment de l'embryogenèse et l'oreillette va avoir une septation qui va permettre à l'oreillette primitive de se séparer en oreillette droite qui va recevoir les veines caves et oreillette gauche qui va recevoir les veines pulmonaires. Cette septation, en fait, elle se fait en 2 étapes. Il y a d'abord une première portion septale qui va s'appeler le septum primum. Et ce septum primum, il va pousser de l'arrière vers l'avant pour venir cloisonner l'oreillette, mais en laissant un orifice ici, parce que vous savez qu'in utero, l'oxygène arrive du placenta à l'oreillette droite. Donc, il est impératif et il est absolument indispensable que le fœtus ait une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, puisque l'aorte sort à gauche et doit recevoir l'oxygène qui provient du placenta. Or, la veine ombilicale amène le sang oxygéné chez le fœtus au niveau de l'oreillette droite. Donc, il est indispensable que nous ayons un passage de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche in utero. Donc, notre première cloison qui s'appelle septum primum va laisser un orifice ici que l'on appelle ostium primum, au contact de la jonction auriculo-ventriculaire, ou ce que l'on appelle le CAV, puisque embryologiquement, lorsque l'on a notre oreillette qui n'est pas encore septée, qui n'est pas encore séparée, et notre ventricule qui n'est pas encore séparé, on a aussi un anneau auriculo-ventriculaire commun qui s'appelle le canal atrioventriculaire. Je vous disais que l'embryogenèse était importante pour comprendre certaines cardiopathies. Eh bien, le CAV, c'est un arrêt du développement à ce stade-là, c'est-à-dire que nos anneaux auriculo-ventriculaires n'arrivent pas à se séparer puisque notre cloisonnement interauriculaire ne se fait pas correctement. Donc, la première membrane septum primum laisse l'ostium primum et une deuxième membrane va venir pousser ici du toit de l'oreillette pour reculer et aller terminer cette septation. Et là, en laissant un trou qui cette fois est au contact de la veine cave inférieure. La nature est très bien faite. Le sang oxygéné qui arrive du placenta arrive par la veine cave inférieure et ce trou ici du foramen ovale va être exactement en regard de l'arrivée du flux oxygéné placentaire qui arrive au niveau de l'oreillette droite, au niveau de la veine cave inférieure. Et donc, cette communication dans le septum secundum et l'ostium primum va donner ce que l'on appelle le foramen ovale, qui va permettre, qui est comme une porte de barre représentée ici en bas, qui va permettre au sang qui vient du placenta qui va permettre donc un chemin, et on voit très bien lorsqu'on fait des échos fétales, eh bien on voit parfaitement bien cette autoroute qui est tracée pour permettre au sang oxygéné de traverser le foramen ovale et arriver ainsi dans l'aorte, les cavités gauches. Vous m'interrompez s'il y a des petites choses que vous ne comprenez pas. Hein. Je vais arrêter mon ciel en route. Alors, les oreillettes, eh bien, dans les anomalies des oreillettes, on va voir des défauts de cloisonnement de l'oreillette primitive, soit absence de cloisonnement complète, et c'est ce qu'on appelle une oreillette unique, et ça, c'est pas de très bon pronostic. Persistance du foramen ovale après la naissance, ça, c'est extrêmement banal, et 20% de la population garde un foramen ovale perméable. La CIA ostium secundum, c'est une CIA en plein centre de la cloison interauriculaire. Il peut y avoir une CIA ostium primum, c'est celle qui est au contact des valves auriculo-ventriculaires. Il peut y avoir également un défaut, je vous ai dit que les veines allaient s'incorporer, donc il peut y avoir un défaut d'incorporation des veines au niveau des veines pulmonaires au niveau de l'oreillette, soit des veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche, soit des veines caves au niveau de l'oreillette droite. Et toutes ces anomalies des retours veineux et des oreillettes surviennent à un stade d'embryogenèse relativement précoce. Donc, comme je vous le disais, normalement, c'est tout à fait symétrique avec des veines cardinales et vitellines droite et gauche, et toute la partie gauche va involuer. Il ne persistera en bleu ici que le sinus coronaire, et parfois il y a une persistance de veine cave supérieure gauche, hein, vous en avez tous entendu parler,
Et ça n'est pas forcément une anomalie anatomique. Certains estiment que c'est une variante de l'anatomie. En revanche, lorsque in utero, on voit la persistance d'une veine cave supérieure gauche, on incite fortement les gynécos et les radiologues à demander un avis cardio parce que cette persistance de veine cave supérieure gauche peut tout à fait annoncer et permettre de dépister d'autres anomalies cardiaques. Donc, le cloisonnement interauriculaire, lorsque cette membrane dont je vous ai parlé ne se ferme pas correctement, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une communication interauriculaire. Mais encore une fois, chez le fœtus, cette communication est obligatoire et c'est à la naissance, lorsque l'enfant va respirer, que la circulation pulmonaire va se mettre en place. Et à ce moment-là, on aura un retour veineux pulmonaire qui va augmenter les pressions dans l'oreillette gauche. Et cette augmentation de pression dans l'oreillette gauche sous l'effet de l'afflux de sang des veines pulmonaires va augmenter la pression dans l'oreillette gauche qui va devenir supérieure à la pression dans l'oreillette droite et cette porte de barre va venir se plaquer contre la paroi, contre le septum interauriculaire. Donc, dans les shunts interauriculaires, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un trou entre les deux oreillettes, je vais obligatoirement avoir un shunt gauche-droite puisque la pression est toujours plus élevée dans notre système gauche que dans notre système droite, ce à l'étage auriculaire comme à l'étage ventriculaire. Donc, lorsque j'ai un trou entre les deux oreillettes, je vais obligatoirement avoir un hyperdébit pulmonaire et la taille de la CIA va déterminer l'importance du shunt. Soit c'est une petite CIA, le shunt sera modéré, il n'y aura aucun impact sur le fonctionnement cardiaque, soit la CIA est très large et on va avoir une augmentation du QP sur QS et l'augmentation du débit pulmonaire va entraîner des symptômes et surtout un risque d'hypertension pulmonaire à long terme. Autre signe d'anomalie, l'équivalent physiologique d'une CIA, c'est un retour veineux pulmonaire anormal total. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois les veines pulmonaires ne vont pas s'incorporer là où elles doivent s'incorporer, c'est-à-dire à la face postérieure de l'oreillette gauche, mais au niveau droit, soit au niveau de la veine cave supérieure, soit au niveau de la veine cave inférieure, soit au niveau directement de l'oreillette droite. Et le fait que tout le sang veineux pulmonaire arrive à l'oreillette gauche, eh bien, à la naissance, le foramen ovale ne va pas se fermer puisque la pression dans l'oreillette droite va rester supérieure à la pression dans l'oreillette gauche. En revanche, lorsqu'on va faire une écho, eh bien, on aura un shunt obligatoire au travers de la CIA droite-gauche, ce qui est complètement inhabituel. Donc, lorsque l'on a une CIA qui chante en droite-gauche, c'est qu'il y a une autre anomalie que le trou, parce que quand on n'a qu'une CIA, ça ne doit jamais chanter en droite-gauche. Donc, un chant droite-gauche chez un nouveau-né qui ne va pas très bien, il faut absolument évoquer le retour veineux pulmonaire anormal, chercher les veines pulmonaires et on voit qu'elles ne s'abougent pas à l'oreillette gauche, mais dans le système droit. Qu'en est-il au niveau des ventricules? Ce cloisonnement des ventricules, il est un petit peu plus complexe que le cloisonnement ventriculaire, mais je ne vais pas vous ennuyer avec les différents schémas. Il faut comprendre que le cloisonnement ventriculaire, en fait, on a une cavité ventriculaire unique et que cette cavité ventriculaire unique, elle va subir un cloisonnement musculaire ici entre les deux ventricules, mais que de façon concomitante, le CAV va se former, les oreillettes vont se cloisonner et c'est la rencontre de toutes ces cloisons qui va permettre au cœur d'être complètement cloisonné avec deux oreillettes qui ne communiquent pas, deux ventricules qui ne communiquent pas entre eux. Donc, il y a ce que l'on appelle le septum musculaire, c'est celui qui va remonter pour cloisonner le ventricule gauche et le ventricule droit. Il y a le septum d'admission qui est celui qui participe à la zone du canal atrioventriculaire, c'est-à-dire que au moment où notre anneau auriculo-ventriculaire commun va subir ces cloisonnements, et on va y revenir un petit peu après, vous allez mieux comprendre la zone du CAV, mais en gros, la cloison qui est au niveau des valves auriculo-ventriculaires s'appelle le septum d'admission. Admission, pourquoi? Parce que c'est l'admission, l'entrée du ventricule, les valves auriculo-ventriculaires. Donc, CIV d'admission, c'est celle que l'on verra au contact des valves auriculo-ventriculaires. Les CIV trabéculés sont celles qui sont en plein milieu du septum. Et il y a les CIV d'éjection qui sont au contact des vaisseaux à artères pulmonaires et aortes. Et enfin, la réunion de toutes ces cloisons, c'est une petite membrane qui s'appelle justement le septum membraneux qui va venir fermer un tout petit trou
qui reste à la croisée de ce septum musculaire, septum d'admission et septum d'éjection. Ces trois septums-là, qui sont tous musculaires, vont être reliés les uns aux autres par une petite zone membraneuse qui s'appelle le septum membraneux. Donc, la fermeture du foramen interventriculaire, eh bien, c'est la jonction de ce CAV qui va venir subir une translation et la séparation entre mitral et tricuspide qui va venir ici à la rencontre de cette cloison interventriculaire, musculaire. Et lors de notre cloisonnement des artères, puisque à un moment donné, on a notre tronc artériel commun qui va se transformer en artère pulmonaire et en aorte, eh bien, cette cloison là va venir, c'est ce qu'on appelle le septum conal, qui va venir ici à la rencontre des autres cloisons. Donc, est-ce que oui, CIV membraneuse, donc on a dit, hein, donc de la septation ventriculaire, lorsqu'il y a une anomalie au niveau du septum membraneux, la CIV s'appelle périmembraneuse ou membraneuse. La CIV qui est au contact des valves auriculo-ventriculaires, ça va être la CIV d'admission. La CIV qui est au contact des voies d'éjection, c'est une CIV d'éjection. Et la CIV qui est en plein milieu du septum, ce sont les CIV musculaires. Et parfois, il n'y a pas de septation du tout, et bien c'est ce qu'on appelle le ventricule unique. Donc ici, une vision, on est à l'intérieur du ventricule droit et on regarde la cloison interventriculaire par le ventricule droit. Donc ici, votre oreillette droite, ici, votre anneau auriculo-ventriculaire, le septum d'admission, eh bien, il est au contact de l'anneau auriculo-ventriculaire. Le septum trabéculé, c'est la plus grosse partie de la cloison interventriculaire, c'est tout ce muscle-là. Le septum d'éjection, eh bien, ça va être tout ce qui est sous l'artère pulmonaire. Le septum d'éjection, c'est la CIV infundibulaire, la CIV périmembraneuse ou la CIV sous-aortique. Ici, c'est un schéma anatomique que je trouve un petit peu plus facile, un peu plus difficile à comprendre. Donc là encore, l'oreillette droite avec l'arrivée des veines caves, l'anneau auriculo-ventriculaire, le septum atrio-ventriculaire ou septum d'admission qui est ici juste au contact avec la flèche orange. Ici, le septum la cloison entre les deux parties du Y de la bande pariétale, vous allez avoir le septum conal qui est juste au contact de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Donc les CIV d'éjection, ce sont les CIV de la voie d'éjection, pardon, ce sont les CIV qu'on appelait infundibulaires ou de la hotelette. Et les CIV d'admission sont celles qui sont au contact de l'anneau auriculo-ventriculaire. CIV trabéculé, c'est tout le reste. Et périmembraneuse, c'est à la jonction de ces trois zones. Alors, on va voir justement maintenant la jonction atrio-ventriculaire. Cette jonction atrio-ventriculaire, selon le stade embryologique auquel survient l'anomalie, on va avoir soit un CAV complet, soit un CAV partiel, soit une CIV d'admission isolée, soit une anomalie des valves auriculo-ventriculaires. Donc, le cloisonnement du canal atrio-ventriculaire, je vous l'ai représenté ici, un schéma anatomique qui a un stade embryologique où on a notre oreillette primitive, notre ventricule primitif et notre tronc. C'est le moment où le tube a fait son tour, il a fait sa loupe et on a le troncus d'un côté et l'oreillette de l'autre. Et le CAV complètement excentré par rapport à ce que va être le cœur ultérieurement. Donc, si je regarde par au-dessus mon anneau auriculo-ventriculaire, eh bien, il va y avoir des bourgeons qui vont arriver et qui vont migrer les uns vers les autres, dans le sens antéro-postérieur et dans le sens latéral. Et cette migration de ces petits coussins va permettre la séparation de l'anneau auriculo-ventriculaire en deux, avec la tricuspide à droite et la mitrale à gauche. Et ce, encore très tôt, vous voyez, on est à 6-8 semaines. Donc, tout ça se fait de façon complètement concomitante. Donc, qu'est-ce que le canal atrio-ventriculaire? Eh bien, le canal atrio-ventriculaire, c'est une anomalie de développement, de septation au niveau de notre anneau auriculo-ventriculaire commun. Cet anneau auriculo-ventriculaire commun va essayer de se séparer, mais sans y parvenir complètement, parce que les coussins ne vont pas venir à la rencontre les uns des autres. Si bien qu'on va avoir une communication interauriculaire dite ostium primum, au contact des valves, une CIV dite d'admission
juste en aval des valves auriculo-ventriculaires, et une valve septale commune, puisque cette séparation mitrale-tricuspide n'a pas pu se faire correctement. Donc, soit le CAV est complet et on a l'association ostium primum, CIV d'admission, valve auriculo-ventriculaire commune, ou alors on a ce qu'on appelle un CAV partiel, c'est-à-dire qu'on a presque tout réussi, sauf la fermeture de la CIA ostium primum, et sur la valve mitrale, il persiste une petite fente qui fait que notre valve mitrale n'a pas ces deux feuillets, feuillet antérieur, feuillet postérieur, on n'a pas le vrai sourire de la mitrale, on a une fente du feuillet antérieur de la mitrale. Donc, un schéma anatomique avec un cœur normal, une mitrale une mitrale ici avec son beau sourire de la mitrale et une tricuspide avec un feuillet septal, un feuillet antérieur et latéral. Et vous voyez ici un CAV où l'anneau auriculo-ventriculaire est commun et on a une espèce de petite fente ici sur la valve. Alors, nous allons voir maintenant les connexions auriculo-ventriculaires, ventriculo-artérielles. Donc, on parle de concordance lorsque ça se passe bien et de discordance lorsqu'on n'est pas dans la situation normale. Donc là, au niveau de la jonction atrio-ventriculaire, normalement, on doit avoir la séquence oreillette droite, ventricule droit et oreillette gauche, ventricule gauche. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a une concordance auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire. Lorsqu'au contraire, on a une oreillette droite qui va communiquer avec un ventricule gauche ou une oreillette gauche qui va communiquer avec un ventricule droit, eh bien, on va parler de discordance atrio-ventriculaire. On a une séquence ODVG, OGVD. Et enfin, au niveau de la jonction ventriculo-artérielle, on va parler de concordance ventriculo-artérielle lorsque les vaisseaux sont normalement posés, VG, aorte, VD, AP, ou de discordance ventriculo-artérielle dans la transposition simple des gros vaisseaux avec une connexion ventricule gauche avec l'artère pulmonaire et ventricule droit avec l'aorte. Et enfin, on parle de double discordance. C'est très très rare la discordance atrio-ventriculaire isolée. En général, lorsqu'il y a une discordance atrio-ventriculaire, il y a quasiment toujours une discordance ventriculo-artérielle associée. Donc, dans la double discordance, eh bien, on va avoir la séquence oreillette droite, ventricule gauche, artère pulmonaire. Oreillette gauche, ventricule droit, aorte. Donc, le sang rouge arrive bien dans l'aorte, le sang bleu arrive bien dans l'artère pulmonaire, sauf que les ventricules ne sont pas anatomiquement à leur place. Donc, lorsqu'on a une discordance atrio-ventriculaire isolée, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes veines pulmonaires qui arrivent dans mon oreillette gauche. À l'oreillette gauche fait suite un ventricule droit. Et le ventricule droit, comme il n'y a pas de discordance ventriculo-artérielle, eh bien, il va donner naissance à l'artère pulmonaire. Ce qui veut dire que mon sang oxygéné qui arrive à l'oreillette gauche retourne à l'artère pulmonaire. Donc, l'enfant va être cyanosé, puisque l'aorte, elle, va recevoir le sang qui vient du système cave. Dans la discordance ventriculo-artérielle isolée, donc c'est la transposition simple des gros vaisseaux, là encore, j'ai une cyanose puisque le sang oxygéné arrive à l'oreillette gauche et que mon aorte sort du ventricule droit. Et dans la double discordance, eh bien, comme je vous l'ai dit, le sang rouge arrive bien le sang oxygéné arrive bien par les veines pulmonaires et va regagner l'aorte, mais en revanche, on a une inversion ventriculaire et cette inversion ventriculaire peut tout à fait passer inaperçue puisque l'enfant n'est pas bleu du tout à la naissance et en général, la double discordance ne va être symptomatique que s'il y a des anomalies associées ou lorsque ce ventricule morphologiquement droit, qui n'est pas fait pour être à forte pression et à forte résistance, va finir par devenir défaillant vers l'âge de 20 ou 30 ans, parce qu'un ventricule droit n'est pas fait pour travailler aussi difficilement pendant une longue durée de vie. Parfois, les connexions peuvent être absentes, c'est ce qu'on appelle les atrésies. Donc, l'atrésie, elle peut siéger à l'étage atrio-ventriculaire. On parle d'atrésie tricuspide et d'atrésie mitrale. Bien sûr, il va y avoir des conséquences d'amont puisque c'est la fonction qui crée l'organe et si un ventricule n'est pas rempli, eh bien, il ne va pas se développer.
Donc, atrésie auriculo-ventriculaire, si j'ai une atrésie tricuspide, mon VD va être très petit, ça va être qu'on appelle un ventricule hypoplasique. C'est en fait une cardiopathie univentriculaire de fait, puisque ce ventricule droit ne pourra jamais être récupéré. Et lorsque l'on a une atrésie mitrale, le ventricule gauche va être très hypoplasique, et là encore, c'est une cardiopathie univentriculaire, un seul ventricule est fonctionnel, et la gravité de l'hypo-VG, c'est que comme c'est l'aorte qui sort du ventricule gauche, le fait qu'il n'y ait pas de développement de ventricule gauche fait que l'aorte va être très hypoplasique et on ne saura pas réparer cette cardiopathie, puisqu'il faudra réparer et la cardiopathie univentriculaire et en plus reconstruire une aorte à partir d'un autre vaisseau, c'est-à-dire le seul fonctionnel qui est l'artère pulmonaire, c'est l'intervention de Norwood. Et je suis très, très, très pessimiste sur tous les Norwood qui sont faits, puisque quand on suit ces enfants sur du court et moyen terme, eh bien, ce n'est pas une qualité de vie qu'on souhaiterait à nos propres enfants. Les anomalies conotroncales, maintenant, ce sont des anomalies de la composante ectomésenchymateuse, c'est des cellules de la crête neurale et de l'aire cardiaque antérieure. Donc, c'est la partie d'éjection du septum qui est concernée, partie haute du septum interventriculaire en relation avec les gros vaisseaux. Et dans tous ces cas, dans toutes les cardiopathies conotroncales, on a une discontinuité septo-aortique, qu'il s'agisse des tétralogies de Fallot, atrésie pulmonaire à septum ouvert, ventricule droit à double issue, ou troncus arteriosus. Il faut impérativement, dans toutes les cardiopathies conotroncales, rechercher une anomalie génétique et chaque fois que l'on voit une CIV d'éjection par bascule du septum conal, il faut impérativement proposer un cariotype parce qu'on sait que ça peut être associé au syndrome de Dijorge. Donc ça, on va passer, c'est les migrations des cellules, les expériences qui ont permis de prouver que ces cellules de la crête neurale étaient impliquées dans les cardiopathies conotroncales. En fait, dans les cardiopathies conotroncales, on va avoir un défaut de migration des cellules de la crête neurale. Du coup, il va y avoir un défaut d'adjonction de ces cellules au niveau myocardique et des cellules de l'aire cardiaque antérieure. Et du coup, eh bien, l'élongation de la voie d'éjection ne va pas pouvoir se faire. Et le conus et la migration de notre aorte au contact de la mitrale va éventuellement pouvoir se faire. On n'a pas forcément une discontinuité septo-aortique dans les cardiopathies conotroncales. En revanche, on a dans tous les cas une CIV de la voie d'éjection parce que le septum conal ne vient pas à la rencontre de la cloison interventriculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une CIV par malalignement du septum conal. Et ça, soit le septum conal va basculer d'un côté et ça va donner à droite et on va avoir une obstruction de la voie droite, soit le septum conal va basculer en arrière et à gauche et on va avoir des obstacles sur la voie gauche. Donc, un exemple de cardiopathie conotroncale par bascule antéro-droite du septum conal, c'est la tétralogie de Fallot. On va avoir une CIV haute par malalignement du septum conal. L'aorte est de ce fait décalée vers la droite et on va donc avoir une aorte à cheval sur la CIV. Et comme ce septum conal vient empiéter sur la voie d'éjection droite, eh bien on va avoir une sténose infundibulaire. Et en postnatal, cette sténose infundibulaire va engendrer une hypertrophie du ventricule droit qui va essayer de contrer cet obstacle. Donc, schématiquement, ma septation ventriculaire est là, mon septum conal qui aurait dû venir ici à la rencontre de la cloison interventriculaire, eh bien, il a basculé pour une raison qu'on ignore. Il bascule, il vient empiéter sur la voie d'éjection droite, d'où sténose infundibulaire. Comme le septum conal fait partie intégrante de la paroi des vaisseaux, eh bien, l'aorte est obligatoirement entraînée avec cette bascule du septum conal et elle se retrouve à cheval sur la CIV. Donc la tétralogie de Fallot, qui est considérée comme 4 anomalies, n'est en fait qu'une seule anomalie qui est la bascule du septum conal. On parlait de 4 anomalies parce que cette cardiopathie a été décrite en postnatal par M. Fallot, qui décrivait une CIV, une aorte à cheval, une sténose pulmonaire et une hypertrophie du ventricule droit. Mais ces 4 anomalies, vous l'avez bien compris, ne sont que la conséquence de la bascule du septum conal. Si ce septum conal bascule en arrière, eh bien là, l'aorte va être au contraire un petit peu étreinte par ce septum qui vient gêner la voie d'éjection gauche et on va avoir du coup un retentissement sur la croissance de l'aorte et bien souvent, associé à ces CIV, il va y avoir une coarctation ou une interruption de l'arche aortique.
Alors, les causes des cardiopathies, le plus souvent, on ne les trouve pas. On va retrouver une anomalie chromosomique dans 5% des malformations et c'est certaines cardiopathies qui sont associées. On sait par exemple que le CAV est associé à la trisomie 21 dans la moitié des cas, que dans la trisomie 13, on va trouver des CIV et des cadeaux, que dans le Turner, on va avoir une coarctation. Voilà, on sait qu'il y a certaines anomalies chromosomiques qui vont être particulièrement ciblées sur certaines cardiopathies ou des anomalies géniques, dit George, le Williams-Seberen, mais dans l'immense majorité des cas, on ne va rien retrouver. En tout cas, on ne connaît pas encore les gènes. Vous savez que la génétique fait des bonds en ce moment avec tout ce qui est exome et toute cette recherche génétique va très probablement permettre de découvrir d'autres gènes des cardiopathies. En plus, les cardiopathies maintenant survivent pour grand nombre d'entre elles. Donc, on va pouvoir avoir un historique et des arbres généalogiques que l'on n'avait pas précédemment. Donc, toute cette évolution, ces progrès de la chirurgie cardiaque qui aboutissent à la survie de ces cardiopathies, eh bien, maintenant, les patients qui ont des cardiopathies ont des descendants. Et ces descendants, parfois, eh bien, il y a des récurrences et c'est par ces biais-là, malheureusement, qu'on avancera dans la génétique des cardiopathies congénitales. Donc, encore une fois, dans 90% des cas, eh bien, les gènes restent à retrouver. Les facteurs environnementaux peuvent être aussi impliqués. On sait qu'il y a des effets exogènes, hein, les phétopathies alcooliques, les phétopathies rubéoliques, certains virus, certains médicaments sont impliqués, mais le plus souvent, malheureusement, on dit c'est la faute à pas de chance et on espère que ça ne se reproduira pas sur la prochaine grossesse lorsqu'on fait du diagnostic anténatal. En pratique, il faut toujours faire une analyse anatomique et physiologique la plus complète possible. Vous ne devez faire aucun raccourci, c'est-à-dire que quand vous faites une écho, il faut absolument faire une étude segmentaire pour être sûr d'analyser la totalité. Il faut toujours réfléchir en termes de physiologie pour ne pas d'abord si vous voulez faire un bon traitement, vous êtes obligé de comprendre ce qui se passe, vous êtes obligé de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger. Donc, avec votre analyse anatomique, il faut toujours combiner votre analyse anatomique avec l'analyse physiologique, physiopathologique, hémodynamique pour comprendre ce qui se passe et pouvoir proposer le meilleur traitement. Est-ce qu'on va s'orienter vers une tunnelisation VG-aorte ou est-ce qu'il va falloir faire un switch? Est-ce qu'il va falloir faire une anastomose ou une cure complète? Tout ça, toutes ces questions-là, eh bien, vous ne pourrez les appréhender et les traiter efficacement que si vous comprenez la cardiopathie. Donc, savoir ne pas être trop ambitieux lorsque la cardiopathie est sévère et que ce que vous avez à proposer chirurgicalement, c'est peut-être très beau comme technique chirurgicale. C'est sûr que c'est très excitant de se dire je sais faire un Norwood, mais il faut aussi penser à la vie que vous allez donner à ces enfants une fois que vous leur aurez fait tous ces montages chirurgicaux extrêmement complexes et toujours vous demander si vous aimeriez qu'on fasse ça à votre enfant ou à quelqu'un que vous aimez. Le point d'appel dans la prise en charge est capital, c'est-à-dire que est-ce que l'enfant a une défaillance parce qu'il a un hyperdébit pulmonaire? Est-ce qu'il se présente avec une cyanose parce qu'il a une hypovascularisation ou parce qu'il a une transposition ou parce qu'il a un RVPA? Il faut absolument savoir ce que vous recherchez. On ne peut pas aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut absolument raisonner cliniquement et c'est la raison pour laquelle la clinique, et je suis un peu triste de voir que précédemment les chirurgiens, eh bien, ils venaient toujours la veille des interventions, regarder le dossier, regarder le patient, comprendre, discuter avec le cardiologue de la physiologie, de la physiopathologie, de l'anatomie. Ça me semble un petit peu moins fréquent. Et je pense que cet élément-là, il est capital pour bien avancer et pour faire correctement son travail. Donc, l'échographie, bien entendu, et l'examen de référence est le plus souvent absolument suffisant dans les cardiopathies congénitales, mais encore faut-il savoir ce que l'on recherche et l'analyser. Voilà, là, on va faire notre petite pause café et ensuite on aborde